Alors bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. L'espace qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, le phénomène humain, dans sa totalité, évolue progressivement vers son ultime perfection, vers son unité, vers son acmé, vers son universalité. Bon, ça, non. Voilà. Ça, c'est l'introduction de cette théorie et qui essaie de le démontrer de façon rationnelle. Et tiens, d'ailleurs, pour argumenter, je m'appuie bien souvent sur des bouquins que je trouve au hasard de mes pérégrinations. Et eh bien là, j'ai trouvé ce livre d'avril 1964, une petite revue que je ne connaissais pas du tout et qui s'appelle Le Courrier rationaliste, justement. Ce courrier rationaliste. Et il y en avait plusieurs. Et ce qui m'a intéressé, c'était d'essayer de parler de cette introduction qu'il vous avait mis en première page. L'usage du tabac est-il raisonnable? Par Alain Gossel, ingénieur agronome. Avec une illustration de Goya, le sommeil de la raison engendre des monstres. Tiens. Alors, l'Union rationaliste se éditait donc ses ouvrages, c'était la 11e année, donc ça a dû commencer en 1953, apparemment. Alors allons-y, on va lire et puis éventuellement je commente, voilà, c'est un petit peu comme ça que je pratique. L'usage du tabac est-il raisonnable? Par Alain Gossel. Si vous avez lu le journal le samedi 11 ou le lundi 13 janvier 1964, vous vous souvenez peut-être des conclusions d'un rapport officiel du ministère de la Santé des États-Unis. Ce rapport confirmé après une enquête portant sur plus d'1 million de personnes, après des recherches auxquelles participèrent des dizaines de spécialistes, l'effet déjà connu sur la nocivité du tabac. Entre autres, à âge égal, le taux de mortalité chez les fumeurs de cigarettes est de 70% plus élevé que chez les non-fumeurs. Alors quand même, là, il y a quelque chose où on doit interroger la société. La société qui déjà, dans les années 60, était passée sur le consumérisme, sur la consommation et sur la publicité, etc. On était rentré dans un monde dont on est aujourd'hui sans doute bien englué, mais, à mon sens, en train d'essayer de sortir. Alors, ça prendra du temps. On voit bien qu'il reste encore à épuiser de la consommation, à épuiser du libéralisme débridé. Mais, à mon sens, la jeunesse commence à prendre conscience. Alors peut-être pas partout, mais au moins en Occident, je pense qu'il y a déjà, à ce niveau-là, ça commence à vraiment bouger. Et je pense que ça se répandra, il faudra quelques décennies, mais on sortira de cet excès. Et cet excès, bien entendu, a du sens. Par exemple, il a permis de répandre
des vêtements sur toute la planète. Il y a, dans les années 50 ou dans les années même 60, on reprisait les chaussettes, on reprisait les... Il y avait des gens qui vivaient en guenilles un peu partout sur cette planète. Et donc, voilà, on a répandu des objets, et je pense que la Chine continue à le faire, partout où il en manque, où il manquait le minimum de confort dont Malebranche dit qu'il est nécessaire pour accéder à un peu de spiritualité. Effectivement, quand nous sommes dans l'indigence, dans la pauvreté extrême, eh bien, il est difficile, malgré tout, de pouvoir se concentrer si on doit chercher à se nourrir, à se vêtir, à se loger, etc. C'est un fait. Alors, évidemment, certains, dans le dénuement le plus extrême, et le recherchent d'ailleurs parfois, comme en Inde ou ailleurs, accèdent justement au plus haut degré de la sagesse et de la spiritualité. Et là, on se rend compte que il y a une sorte de criminalité malgré tout. Si à cet âge-là, à cette époque-là, si en 1964, les chercheurs avaient déjà déterminé qu'à âge égal, le taux de mortalité chez les fumeurs de cigarettes est de 70% plus élevé que chez le non-fumeur. On va parler de quelqu'un à 70 ans, par exemple, vers la fin de son existence. Eh bien, il y a un gros problème. Le taux de mortalité des fumeurs de cigarettes est surtout supérieur à celui des non-fumeurs dans le cas des maladies suivantes. Cancer du poumon, bronchite et emphysème. C'est ce que j'ai. Donc, cancer du larynx, cancer de la bouche, cancer de l'œsophage, ulcère de l'estomac et du duodénum, troubles circulatoires. Évidemment, quand on cesse de fumer, ça fait 25 ans maintenant, à peu près, peut-être 20 ans, disons. Chaque année, on se restaure. Mais, quand on a impacté réellement ses bronches, par exemple, dans le cas de l'emphysème ou de la bronchite chronique, ce qu'on appelle la BPCO maintenant, bronchopneumopathologie chronique obstructive, et le terme dit tout à fait ce qui se passe dans la vie de celui qui en est victime. Et donc, c'était connu, c'était là. Alors bien sûr qu'il y avait des campagnes, etc. Mais on a tout simplement, là où il y a de la criminalité, c'est pas dans le fait de laisser, de ne pas sombrer dans la dictature et interdire tout usage du tabac, comme dans certains modèles de société. Mais c'était au moins d'empêcher les publicistes de se comporter comme ils se sont comportés dans les années 60, 70, 80, dans ces années-là où ils montraient des... En fait, fumer, c'était prôné quasiment. Le cow-boy Marlboro, d'ailleurs qui est mort sans doute d'un problème lié à la cigarette. Donc l'industrie du tabac savait tout à fait ce qu'elle faisait à cette époque-là. Et c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là où on n'a pas pris la mesure de ça. Bien sûr, on le sait, mais on laisse se reproduire les choses. Elles se reproduisent sur d'autres plans. Se sont reproduites sur la malbouffe, la publicité qu'on fait. La publicité qu'ont fait
l'industrie des McDonald's, etc., et qui ont, enfin, l'industrie de la malbouffe qui a conduit à l'épidémie d'obésité aux États-Unis. Donc, on est toujours en retard sur ce genre de problème. Alors pourquoi? Ben, évidemment, il y a du sens à tout ça. Il y a du sens. Il faudra analyser par exemple la complexité à travers la complexité ce qu'engendre l'obésité par exemple. Le fait de ne plus pouvoir se déplacer correctement, d'être obligé d'être au ralenti. Peut-être que cette épidémie, elle venait contester d'une certaine façon l'accélération folle que l'industrie pratiquait à partir des années 80, à partir des années 90, on va dire même. Ils ont accéléré les cadences, accéléré le stress. Il fallait courir, il fallait pour bosser correctement dans n'importe quelle boîte, ils se sont mis à accélérer vraiment le processus. Et donc peut-être que l'obésité, c'était une réaction à ça aussi. Voilà, c'est juste quelque chose qui vient de me sauter à l'esprit. Mais on doit voir ce qu'il se passe derrière. Qu'est-ce que ça appelle? J'ai analysé un petit peu la complexité, par exemple, au moment sur le plan du virus. Des virus qui ont, par exemple, le virus du choléra qui a obligé les très riches de donner des conditions, d'assainir les ghettos et les endroits insalubres où ils cantonnaient leurs ouvriers, parce qu'ils étaient eux également victimes de ce virus. Donc le virus a obligé les riches à s'occuper des pauvres. Le virus du sida a obligé l'humanité à regarder les homosexuels ou les toxicomanes, le monde des homosexuels et le monde des toxicomanes, qu'ils ne voulaient pas voir, qu'ils laissaient comme ça à l'abandon, à la maltraitance d'une jeunesse qui, à mon époque, par exemple, certains allaient faire le samedi soir la chasse aux PD pour s'amuser. Donc il y a derrière chaque chose quelque chose d'important qui se révèle. Alors il faudra réfléchir à ce qu'il se passe avec l'obésité, comme avec la pollution parce que la BPCO par exemple maintenant, je pense que les villes polluées, certaines villes ultra polluées engendrent des BPCO même chez ceux qui ne fument pas ou qui essaient d'avoir une hygiène de vie normale. Alors, il continue. Les femmes qui fument pendant la grossesse ont tendance à avoir des bébés d'un poids inférieur à la moyenne. Tout était compris. Voilà ce que vous avez pu lire le 11 ou le 13 janvier dans votre quotidien habituel. Mais si ces jours-là vous avez omis d'acheter le journal, ces informations importantes ont pu vous échapper. Il est vrai que chaque jour ou presque, votre journal consacre sans doute au tabac une place assez importante. Vous y lirez par exemple, sur un 8 ou un quart de page, que
Le cigare X est le plus grand des petits cigares. Comme c'est intéressant à savoir, pensez donc, le plus grand des petits cigares, c'est aussi le plus petit des grands cigares. Autrement dit, un cigare qui n'est ni grand ni petit. Somme toute, le plus moyen des cigares. Vous y lirez que la cigarette Marini respire. Expliquez-moi ce qu'est la respiration d'une cigarette. Que sa fumée est fraîche et légère. Quelle est celle qui fait la vie douce? Douce peut-être. Regardez les fumeurs autour de vous comme ils ont tous l'air d'avoir les vies douces. Mais douce jusqu'à quand? Jusqu'à la désagréable petite toux du matin, jusque peut-être au cancer du poumon, qui, je vous le rappelle, fait des milliers de victimes chaque année. En France, il vient au 2e rang des cancers, juste après le cancer de l'estomac, qui était certainement dû à l'alcool, et tue plus que la tuberculose. Douce la vie pour l'étudiant ou le retraité fumeur dont les cigarettes viendront rogner un budget qui, plus encore que la fumée des Marini, mérite le qualificatif léger. Douce la vie pour les enfants qui, un peu partout dans le monde, meurent de faim et que le prix d'un paquet de cigarettes converti en lait pourrait sauver. Voilà ce qu'écrivait Alain Gossel. Douce la vie pour les victimes d'incendies dus à l'usage du tabac, responsable d'après les statistiques d'assurance américaines de plus de 15% des morts par incendie à la maison. Incroyable. Donc il y avait toutes ces connaissances. Douce la vie pour ces non-fumeurs qui m'exposent leurs doléances. Ma femme supporte mal la fumée, commence à tousser et à s'enrouer, et le médecin lui a conseillé éviter les locaux enfumés. Or, dans son bureau, on sourit tout, juste ironiquement. Et cet autre, ça devait être ingénieur agronome, tiens. Et cet autre, vous devriez parler du caractère antisocial des réunions où il n'est pas interdit de fumer. Cela me prive de pouvoir assister à bien des réunions ouvrières, car étant gazé de la guerre 14-18, je ne peux pas supporter la tabagie, sévissant dans presque toutes ces réunions. Je n'en ai jamais vu où les fumeurs aient été priés de ne pas gêner les non-fumeurs. Alors bien sûr, on a réussi à sortir tous les fumeurs des endroits communs. Mais est-ce que c'est la seule chose qu'on a à peu près gagnée? Bien sûr qu'on a écrit sur chaque paquet de tabac « Fumer tue ». Bien sûr qu'on a interdit globalement la publicité des cigarettes. Mais il y a tout un travail encore à faire à ce sujet-là. Alors quand je vois que dans une revue destinée aux jeunes, la publicité affirme sur une page entière « L'art de plaire commence avec la cigarette Hunter », je me demande si l'art de plaire, l'art de ne pas déplaire, plus simplement la politesse, ne commence pas plutôt par penser aux autres, à ceux qui ne supportent pas la fumée, à ceux pour qui la fumée du voisin peut être un obstacle au libre et l'exercice de l'activité syndicale ou professionnelle. Et je me rends compte que en 1964, j'avais 9 ans. Et 2 ans après, j'ai commencé à fumer. Je me suis retrouvé dans un lycée technique, je pense, et où c'était facile d'acheter des cigarettes et à fumer. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour cette... Que le tabac, avec tous ses désagréments, sa malpropreté et ses dangers, se soit introduit chez les Français, cet esclave avide de la mode, chez le Français, c'est ce que j'imagine assez facilement. Mais qu'il ait faveur, où nous le voyons chez ce peuple si inconstant, c'est ce que je ne conçois pas. Présenté par l'avidité du commerçant, adopté par la mode, fortifié par quelques effets que la bétoine, alors plante employée par la médecine ancienne comme
sternutatoire au roi opéré, soutenu par la politique, vanté par le financier, devenu enfin un amusement pour la paresse et une ressource pour la conversation. Il est actuellement au rang de ses besoins de fantaisie dont on se prive roi plus difficilement que des réels. Alors, qui est-ce qui écrivait ça? Parce qu'à mon avis, c'était c'était à l'époque où on écrivait en oie à la fin des mots. Voilà, c'était l'abbé Jacquin, 1771. C'est lui qui a écrit ça. Voilà les amis, on va arrêter là cette petite vidéo de réintroduction à la vidéothèque. Parce qu'en ce moment, il y a les rencontres philosophiques et spirituelles de Montfaucon. Donc je suis un peu concentré là-dessus. Mais en tout cas, tant que je pourrai faire des vidéos, je les ferai. Voilà, je vous dis au revoir et à très bientôt. Et n'hésitez pas de stimuler ces vidéos qui sont là, de les envoyer à vos amis, si certaines vous paraissent dignes d'être relayées, retransmises. Merci, bonne journée et bon été à vous.